Un arbre, un raton laveur, une assassin, un voleur, et lui. Yes! En 2014, personne ne savait qui ils étaient, et honnêtement, moi le premier. Et 12 ans plus tard, on ne peut pas imaginer le Marvel Cinematic Universe sans eux. James Gunn a réussi à nous convaincre, et dans cette vidéo, on va plonger dans son univers. On continue le compte à rebours Doomsday jusqu'au 18 décembre 2026. On se retrouve tous les vendredis à 18h pour le Projet Card, où on revoit tous les films du MCU. Je te donne plein de détails cachés, des références aux comics et aux autres univers de la pop culture. Et on analyse et on classe dans une tier list tous les films, et toi aussi dans les commentaires. La semaine dernière, c'était les frères Russo qui ont redéfini ce qu'on attendait d'un super-héros avec Captain America 2. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 10 du Projet Card avec l'excellent film On commence sur Terre en 1988, avec un jeune garçon, Peter Quill. Sa mère est malade et meurt d'un cancer à l'hôpital. Quill, abattu, s'enfuit en pleurant. Et dehors, un vaisseau extraterrestre l'enlève. Ces extraterrestres, ce sont des ravageurs. Et Quill a grandi avec eux, élevé par Yondu. 26 ans plus tard, c'est un mercenaire se faisant appeler Star-Lord. Who? Star-Lord, man. Il dérobe un objet mystérieux, l'orbe, et se fait courser par les sbires de Ronan l'Accusateur, un Kree ayant passé un pacte avec Thanos. Il récupère l'orbe pour lui et Thanos en échange détruit Xandar, une planète que Ronan déteste, ce gros raciste. Et en parlant de Xandar, justement, c'est ici que Quill va essayer de vendre l'orbe sans succès. Farewell, Mr. Quill. Hey, we had a deal, bro. Mais c'est aussi ici qu'il va rencontrer Gamora, la fille adoptive de Thanos, qui a pour mission, elle aussi, de récupérer l'orbe pour son père adoptif. On est aussi introduit à deux autres personnages, Rocket et Groot, un raton laveur et un arbre. Ce sont des chasseurs de primes, tous les deux attirés par la récompense sur la tête de Quill. Ils se battent tous en ville, mais la Nova Corp les arrête. Ils sont tous envoyés au Kyln, une prison spatiale haute sécurité. C'est ici qu'on rencontre notre dernier futur membre, Drax le Destructeur. Et lui, il veut tuer Gamora pour se venger de Thanos qui a tué sa femme et sa fille. Mais Quill arrive à convaincre tout le monde que s'ils veulent sortir d'ici, ils doivent bosser ensemble. Le groupe finit par s'évader et se rend sur Nowhere, une station spatiale construite dans la tête décapitée d'un Céleste. Mais pourquoi aller sur Nowhere? Eh bien c'est pour Tanelir Tivan, le collectionneur, qui leur révèle la nature de l'orbe. Il contient une pierre d'infinité, plus précisément la pierre du pouvoir, un artefact d'une puissance folle capable de détruire des planètes entières. L'une des esclaves du collectionneur, enragée, tente d'utiliser la pierre du pouvoir, mais son corps ne tient pas. Elle explose et détruit toute la collection de Tanelir Tivan. Au même moment, les forces de Ronan attaquent Nowhere, ce qui lui permet de récupérer la pierre du pouvoir. Réalisant qu'il n'a plus besoin de Thanos, il l'intègre à son marteau de guerre et fait route vers Xandar pour l'anéantir. Quill, bien qu'égoïste en temps normal, semble se soucier de l'avenir de la galaxie. Son, what has the galaxy ever done for you? Why would you want to save it? Because I'm one of the idiots who lives in it! Il tente de convaincre l'équipe de stopper Ronan, et contre toute attente, il y arrive. Tout le monde est partant. Et il arrive même à rallier à sa cause les Ravageurs, à qui il promet à leur chef Yondu de lui remettre l'orbe une fois tout ça terminé. Tout le monde se rend sur Xandar, et pendant la bataille, le groupe s'infiltre dans le vaisseau. La Nova Corp se joint au combat, et tente tant bien que mal d'empêcher le vaisseau de Ronan d'atterrir. Car si Ronan touche le sol, il pourra détruire la planète. Down entire civilizations like wheat in a field. Mais c'est peine perdue, le vaisseau fonce contre la planète. Et Groot décide de sauver ses amis. Il les protège et lors de l'impact, tout le monde survit, sauf lui. We are Groot. Mais Ronan n'a pas fini, il veut détruire la planète. Et Quill, pour gagner du temps, le défie à une battle de danse. Things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Listen to these words. Ça le distrait assez longtemps pour que Rocket explose son marteau qui contient la pierre du pouvoir. Quill saisit la pierre et alors qu'il est sur le point d'être désintégré, Gamora attrape sa main. L'énergie de la pierre se répartit entre eux deux. Puis vient Drax ainsi que Rocket. Les gardiens de la galaxie s'unissent et pulvérisent Ronan. Le groupe est blanchi de ses crimes par l'Empire Nova. Yondu est dupé par Quill qui lui remet une fausse sphère tandis que la véritable pierre est mise en sécurité par les Nova. Et dans la scène post-générique, Baby Groot danse. Et en parlant de danse, parlons du personnage qui ne vit que pour la danse, celui qui a fait découvrir la musique à ses coéquipiers, Star Prince. Quand Peter est sur Morag et qu'il danse avec la musique de son iPhone 17 Pro Max, il passe à côté d'un squelette assez particulier. Il a un crâne allongé et peut faire penser à une race alien qu'on n'a pas encore vraiment vue dans le MCU.
Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent déjà de quelle race je parle, les Corbinites. Et pour ceux du fond qui ne suivent pas, petit rappel. Les Corbinites, c'est une race alien qui apparaît dans les comics, la race à laquelle appartient Beta Ray Bill. Et ce guerrier alien, il a quelque chose de particulier. C'est l'un des rares personnages de chez Marvel assez digne pour soulever Mjolnir, le marteau qui donne ses pouvoirs à Thor. Alors évidemment, rien n'a été confirmé par qui que ce soit. Mais James Gunn est connu pour placer des petits easter eggs dans ses films, donc il se pourrait bien que ce squelette soit celui d'un Corbinite. Mais ce n'est pas tout, juste avant de se mettre à danser, Peter scanne les environs pour simuler la vie sur cette planète avant sa destruction. Et à un moment, il tombe sur l'hologramme d'une petite fille qui joue avec un chien. Et bien ce chien, c'est celui de James Gunn lui-même, le réalisateur du film. Et regardez comme il est mignon. Oh le petit chat. Mais oui, oh le petit chat. Oui. Bref, on avance un petit peu, Peter trouve enfin l'orbe qu'il est venu chercher. Et au moment de partir, un nouveau personnage fait son apparition. C'est Korath, le larbin de Ronan, accompagné de 2 soldats. Si t'as l'œil, t'as évidemment reconnu Korath. C'était l'un des agents Kree qui accompagnait Carol Danvers. Il servait au sein de la Star Force avant de finir en lèche-botte de Ronan. Mais ces soldats-là, ce sont des Sakariens, des guerriers qui viennent d'une planète très particulière, qu'on revoit plus tard dans la phase 3 du MCU. Je parle évidemment de Sakaar, la planète sur laquelle Thor atterrit dans Thor Ragnarok. Et c'est là qu'il retrouve Hulk, devenu gladiateur à succès, qui se bat contre absolument tout le monde. On a parlé de la scène d'intro sur Morag, maintenant rentrons dans le vaisseau de Peter. Quand Peter s'enfuit à bord de son vaisseau après avoir chopé l'orbe, on a un plan sur son lecteur cassette. Et dans ce plan, on a pas mal de trucs intéressants. Déjà, on a cette poupée troll avec les gros cheveux colorés. Elles avaient un gros buzz dans les années 90, donc normal que Peter en ait une. Mais ceux qui se souviennent de la fin du film ont déjà compris pourquoi je pointe du doigt cette poupée. Si les ravageurs viennent aider les gardiens, c'est parce que Peter avait conclu un marché avec Yondu. Ils se battent contre l'armée de Ronan, mais en échange, Yondu devait récupérer l'orbe. Sauf que Peter avait un autre plan en tête. Au lieu de lui donner l'orbe qui contient la pierre du pouvoir comme prévu, il y place sa poupée troll. En gros, Star-Lord a littéralement trollé Yondu. Mais de l'autre côté de ce lecteur cassette, on y retrouve autre chose. Des stickers de Alf. Alf, c'est un alien qui avait sa propre série dans les années 80. Une comédie familiale où un extraterrestre s'installe chez une famille américaine. C'était très populaire à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est que ce personnage apparaît aussi dans les comics Marvel pendant la saga de l'infini. Peut-être qu'on le verra dans Avengers Doomsday vu le casting de fou qu'on a déjà. Et pour finir sur le vaisseau, est-ce que t'as fait attention à la fille alien que Peter avait invitée ce soir-là? Regarde bien son t-shirt. C'est exactement le même que Peter portait le jour où il s'est fait enlever enfant. Il a gardé ce vêtement pendant 26 ans. Ce mec a des problèmes d'attachement sérieux. Et c'est tout le sujet du film. Parce que le vaisseau de Peter, en dehors des détails rigolos, c'est sa chambre. C'est tout ce qu'il a gardé de son enfance. Les stickers, la poupée, la cassette, le t-shirt. C'est un gamin de 8 ans qui a grandi dans l'espace et qui refuse de lâcher ce qu'il avait avant. Et James Gunn l'a mis dans chaque plan du vaisseau, discrètement, sans te le dire. Et puisqu'on parle de la chambre d'enfant de Peter et de ce qu'il a gardé de sa mère, parlons de la chose la plus importante qu'elle lui a laissée. Le Awesome Mix volume 1, la cassette que sa mère lui a donnée juste avant de mourir, c'est l'âme du film. Et James Gunn a révélé que pour chaque morceau de cette bande-son, il s'est mis à la place de Meredith Quill, la mère de Peter. Il a choisi ses musiques précisément comme elle les aurait choisies pour son fils. Ces morceaux, c'est pas juste une playlist vintage pour rendre le film cool. C'est les mots d'une mère à un fils qu'elle sait qu'elle va perdre. Et ça commence dès l'intro avec I'm Not In Love de 10cc. C'est une chanson qui parle d'un homme incapable de dire je t'aime, exactement comme Peter qui n'arrive pas à prendre la main de sa mère dans ses derniers instants à l'hôpital. Elle lui tend la main juste avant de perdre la vie. Il se lève et part en courant, il fuit. Cette incapacité à saisir ce qu'il aime avant que ça disparaisse, c'est le moteur de tout ce film. Ensuite, Come and Get Your Love joue quand Peter est sur Morag pour récupérer la pierre du pouvoir. En français, ça donne « Viens chercher ton amour ». Et cette pierre qu'il vient récupérer, c'est le centre de l'intrigue du film. Et on le voit à la fin, quand les gardiens arrivent sur Xandar et que Ronan est prêt à détruire la planète. Peter finit par saisir la pierre dans la bataille finale. Et à ce moment-là, il a une vision. Il voit sa mère qui lui tend la main. Cette vision qu'il avait d'elle dans ses derniers instants. Mais au lieu de fuir, cette fois, il attrape sa main. Il vient chercher son amour, littéralement. Et Escape de Rupert Holmes joue lors de l'évasion du film. Behold, La traduction de Escape, c'est s'échapper. On peut penser que c'est la musique parfaite pour illustrer le moment où il s'échappe de la prison. Mais ça a un autre sens. Peter ne peut pas s'échapper avec eux tant qu'il n'est pas retourné chercher sa mixtape offerte par sa mère. Encore une fois, son lien avec Meredith est central. C'est une chanson sur deux personnes amoureuses l'une de l'autre mais qui se sont perdues de vue, qui cherchent à s'échapper de leur relation actuelle respective, mais qui finalement finissent par se retrouver. Tout comme Peter qui essaie de rattraper le temps perdu avec sa mère. Chaque morceau de cette bande-son, c'est les derniers mots d'une mère à son fils. Mais parlons de ces vrais derniers mots, qui ont un double sens cachant un gros foreshadowing. Sur son lit d'hôpital, Meredith Quill dit quelque chose de particulier concernant le père de Peter. And he was an angel.
composed out of pure light. Un ange composé de lumière pure. Une phrase qui semble poétique sur le moment. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais c'est une référence directe au fait que son père est un céleste du nom de Ego, une entité cosmique d'une puissance absolue qui peut en effet s'apparenter à un ange pour un humain normal. Mais on ne le découvrira pas avant Les Gardiens volume 2, quand son père débarque. La réponse sur l'identité de son père était dans cette phrase depuis le début. Ensuite, on avance un petit peu, 26 ans plus tard. On est sur Xandar et on découvre deux nouveaux personnages, Rocket et Groot. Don't drink fountain water, you idiot. That's disgusting. Il scanne les environs pour localiser Peter, et il passe le scanner sur tout le monde. Et à un moment, il tombe sur Stanley, et ce vieux monsieur de 71 ans est en train de draguer une jeune femme. Oh, dégueu. Un peu plus tard, quand les gardiens arrivent sur Nowhere pour rencontrer le collectionneur, on a une scène qui passe souvent inaperçue. Groot donne une fleur à une petite fille dans la rue. Un geste simple, doux, rapide, mais c'est un hommage direct au film Frankenstein de 1931. Dans ce film, le monstre offre une fleur à une enfant pour montrer qu'il n'est pas dangereux, qu'il est capable de tendresse. Et c'est exactement ce que fait Groot. Sauf que dans Frankenstein, le monstre noie la petite fille juste après. Heureusement que Groot s'arrête à la fleur. On a parlé de Groot, maintenant parlons de son meilleur ami Rocket. On le sait, celui qui prête sa voix à Rocket, c'est Bradley Cooper. Mais celui qui fait la motion capture sur le plateau, le vrai corps derrière le personnage, c'est Sean Gunn, le frère de James Gunn. Il joue aussi Kraglin, un ravageur, ami de Yondu. Donc Sean Gunn est à la fois dans le costume de Rocket et présent en chair et en os comme Kraglin sur le même tournage. Et à la fin des Gardiens volume 2, quand Yondu meurt, c'est Kraglin qui récupère sa flèche et sa crête. D'ailleurs, en parlant de motion capture et de James Gunn, il faut savoir qu'il a lui aussi interprété un personnage dans son film. Tu te souviens de la danse de Baby Groot à la fin? Eh bien c'est lui-même qui l'a faite en motion capture. On a parlé de presque tout le monde, mais on a laissé Gamora de côté. Alors parlons-en un peu parce qu'il y a des choses à dire. Quand le groupe se fait arrêter sur Xandar et envoyé au Kiln, la Nova Corp établit leur dossier criminel. Et ces dossiers sont remplis d'informations intéressantes. Celui de Gamora indique qu'elle est la dernière de son espèce. Mais dans Avengers Infinity War, on voit Thanos arriver sur sa planète natale. C'est là qu'il l'adopte ou l'enlève, selon la perspective. Sauf qu'à la base, il est là pour une mission claire. Éliminer la moitié de la population pour établir l'équilibre dans l'univers. Et c'est ce qu'il fait. On le voit dans le fond lorsqu'il apprend à Gamora l'importance de l'équilibre. Ce qui veut dire que l'autre moitié n'était déjà plus en vie au moment où ce dossier a été rédigé, supposons entre 20 et 30 ans plus tard. Donc, soit cette moitié restante s'est éteinte toute seule après, soit c'est un faux raccord entre deux films produits à 4 ans d'écart. Je te laisse me donner ta théorie en commentaire, d'ailleurs abonne-toi. Maintenant passons au dossier de Rocket. Il indique qu'il vient de Half-World. Dans les comics, c'est une planète prison dans l'espace où des sujets sont envoyés comme cobayes d'expériences scientifiques. Rocket n'est pas né raton laveur, il a été fabriqué. Et les cicatrices dans son dos qu'on entrevoit dans le film, c'est ça. Et dans Les Gardiens volume 3, on comprend enfin toute son histoire, et on voit une variation de Half-World appelée Contre-Terre. Aussi, dans la liste de ses associés sur son dossier, à côté de Groot, il y a un autre nom. Il est écrit Layla. Dans les comics, c'est une loutre et c'est aussi sa meilleure amie / amoureuse, celle qui portait le plus dans son cœur. Mais on ne verra jamais Layla dans ce film. Il faudra attendre Les Gardiens de la Galaxie volume 3, 9 ans plus tard. Et quand on la voit enfin, elle meurt. Bon, on a quitté la prison, maintenant direction Nowhere. Et sur Nowhere, il y a le collectionneur. Et le collectionneur, il collectionne des trucs. Il avait déjà fait une apparition dans la scène post-générique de Thor 2, mais c'est ici qu'on découvre vraiment sa collection. On commence par Cosmo, un chien russe télépathe. C'était une expérience scientifique soviétique, un chien envoyé dans l'espace et doté de pouvoirs psychiques. On la reverra dans Les Gardiens volume 3. Et là, elle parle, elle est surpuissante et franchement, elle est adorable. Il y a aussi un elfe noir de Thor 2 qui boude juste ici. Ensuite, il y a un Chitauri dans une cage, la race alien qui a envahi New York dans Avengers 1. Ici, tu peux penser que c'est juste des grosses limaces dégueu, mais en fait, elles viennent du film Slither, le film d'horreur de James Gunn sorti en 2006 avant qu'il arrive chez Marvel. Il s'est payé le luxe de glisser ses propres créatures dans l'univers. Et dans une cage dans le fond, il y a Howard the Duck. Howard the Duck, c'est un canard extraterrestre en costume créé dans les comics en 1973. Il a eu un film catastrophique en 1986 qui a failli tuer la carrière de tout le monde chez Marvel. Et là, il est dans une cage chez le collectionneur en 2014. On le reverra dans la scène post-générique de ce film avec Cosmo, puis dans Les Gardiens volume 2 en train de draguer une nana dans un bar, puis dans la grande bataille finale d'Endgame avec toutes les armées. Et d'ailleurs, il a même un épisode dans What If où il se marie et a un enfant avec Darcy, l'assistante de Jane Foster. Trop bizarre. Ça c'est bizarre, un canard avec une dame. Hein. C'est vraiment bizarre. Leur enfant grandit et devient une entité cosmique surpuissante. Et d'ailleurs, à la fin de What If, sa fille fait partie des gardiens du multiverse. Mais revenons à cette scène chez le collectionneur, car les coulisses sont hyper intéressantes. C'est à ce moment précis qu'on voit pour la première fois une pierre d'infinité en sa forme naturelle. Mais aussi et surtout, c'est la première fois qu'on nous explique clairement le lore des pierres d'infinité. Before creation itself, there were 6 singularities. Then the universe exploded into existence, and the remnants of these systems were forged into concentrated ingots. Infinity Stone. Et ce moment, cette scène précise retraçant l'histoire des pierres,
C'est l'une des 2 missions qui ont été imposées par Marvel à James Gunn. Il devait trouver le moyen d'introduire le concept de pierre d'infinité dans son film sans que ça passe comme quelque chose d'ajouté en dernière minute. Il a raconté en interview qu'il aurait choisi cette direction et cette histoire en 3 minutes chrono. What they mean and where they came from, that was literally me just sitting down for 3 minutes and writing that, and that's then what became the rest of the Infinity Stones. D'ailleurs, la pierre du pouvoir, tu la vois bien en violette là. Eh bien, sache que pendant le tournage et sur les scripts du film, la pierre était rouge vif. No, it wasn't. It was red. So when we shot it, it was red. In the movie, I shot a red Infinity Stone. And then afterwards, they were like, yeah, I think we're going to make the thing in Thor 2 an Infinity Stone, and that one's red. So we had to change it from red to purple in post. Et oui, ils l'ont changé en post-prod parce que l'éther était lui aussi rouge, et ils ont finalement décidé que ce serait aussi une pierre d'infinité. 2 pierres rouges dans 2 films différents, ça aurait été confus pour le public. Alors, ils ont changé la couleur de l'une des 2 en post-prod. Mais tu te souviens, je t'ai dit que Marvel avait imposé 2 missions à James Gunn. La première, c'était d'introduire le lore des pierres, et la deuxième, c'était d'introduire un personnage légèrement important pour la suite. Matter I do not take seriously, boy. It's you. C'est ici qu'on a la première vraie apparition de Thanos interprétée par Josh Brolin. Pas un caméo fantôme dans l'ombre comme à la fin d'Avengers 1. Là, il est présent sur son trône et il parle enfin. James Gunn s'est inspiré des comics pour construire ça. Mais la direction narrative, la façon dont les pierres fonctionnent dans le MCU, etc., c'est largement lui qui l'a défini. Et cette décision a porté toute la phase 3 et carrément la saga de l'infini. Tout ça commence dans le film du raton laveur. Mais on va rester chez Collectionneur parce que c'est pas fini. Pendant cette même scène où on a le lore des pierres d'infinité, il y a un autre gros easter egg. Sur ces sortes de projections, on peut voir plusieurs flashbacks dans l'histoire. Comme cette scène où Eson le chercheur, un céleste, a détruit une planète entière en utilisant la pierre du pouvoir. Ou comme ce moment où des individus ont tenté d'absorber la puissance de la pierre sans succès. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on voit derrière Star-Lord. On y voit une sorte de fresque murale. On l'avait déjà croisé furtivement sur Morag dans le temple de la pierre du pouvoir. On y voit 4 personnages en train de forger les pierres d'infinité. Et les designers de production ont identifié les figures peintes dessus. Ce sont 4 entités cosmiques. La mort, l'entropie, l'éternité et l'infinité. 4 êtres d'une puissance absolue qui existent depuis avant l'univers lui-même. Et Marvel ne s'est pas contenté de les mettre dans le décor. On en reverra 2 directement dans le MCU. L'éternité apparaît dans Thor Love and Thunder. Elle se réincarne dans le corps de la fille de Gore, le massacreur de Dieu, l'enfant que Thor adopte à la fin du film. Et la mort apparaît dans la série Agatha All Along. Ces 2 personnages étaient peints sur un mur en 2014. Et cette scène se clôture sur la servante esclave du collectionneur qui pète un câble. Littéralement. Lorsqu'elle attrape la pierre, elle explose et emporte avec elle quasiment toute la collection de Tannehill Tivan. Mais si tu t'attardes sur l'explosion au global, tu peux voir des logos particuliers. Dans ce plan large, on peut apercevoir des emblèmes connus, comme ce truc qui ressemble à un marteau, ce qui rappelle Mjolnir, un arc de cercle comme le réacteur arc de Tony, un disque circulaire comme le bouclier de Captain America, et un logo de radiation gamma pour Hulk. Alors, évidemment, c'est un peu tiré par les cheveux, mais faut dire que ça y ressemble un peu quand même. Alors, James Gunn ne s'est jamais vraiment prononcé dessus. Mais dites-moi en commentaire si j'ai loupé d'autres références dans cette scène. Maintenant revenons sur les 2 sœurs de ce film, Gamora et Nebula. Quand les forces de Ronan attaquent Nowhere et que les gardiens prennent la fuite, Nebula dit à Gamora en plein chaos « You are a disappointment, sister. Out of all our siblings, I hated you least. » De tous nos frères et sœurs, tu es celle que je détestais le moins. Une phrase dite vite fait, mais qui fait référence aux autres enfants de Thanos. L'Ordre Noir, Corvus Glaive, Proxima Midnight, Cull Obsidian, Ebonimo, et on ne les verra que dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Bon, dans ce film, on n'a pas d'Axe Doomsday direct, pas de Tony Stark, pas de multiverse, pas de pierre qui tease un variant, mais il y a un personnage dans ce film dont on parle jamais assez, et dont je veux parler depuis un moment, le collectionneur, Tannehill Tivan. Le vieux monsieur excentrique avec des cheveux blancs qui collectionne des trucs bizarres dans la tête d'un céleste mort. A première vue, c'est juste un antiquaire de l'espace un peu chelou. Mais réfléchis 2 secondes. Pour constituer la collection folle qu'on voit dans ce film, comme des êtres vivants ou des artefacts d'une puissance inimaginable, faut être un peu costaud. Tu captures pas un Chitauri ou un elfe noir en tendant un filet. T'as forcément besoin de pouvoir, de beaucoup de pouvoir. Et Odin lui-même le savait. Dans Thor 2, les alliés de Thor confient les terres aux collectionneurs, sous l'ordre d'Odin. Mais pourquoi confier une pierre d'infinité à ce type ? Odin n'a pas fait ça par hasard. Il a choisi le collectionneur parce qu'il savait exactement ce qu'il était capable de faire. Et dans Infinity War, on a la preuve. Quand Thanos arrive sur Nowhere pour récupérer la pierre de réalité, il utilise la pierre elle-même pour créer une illusion. Tout semble normal, la collection est intacte et le collectionneur est encore en vie. Mais quand le voile tombe, Nowhere est dévasté, en feu. Et c'est là que ça devient intéressant. On sait comment Thanos fonctionne. Il ne détruit pas gratuitement. Il élimine ceux qui se dressent sur son chemin et il laisse les autres au sort du snap. Si Nowhere est dans cet état, ça veut dire une seule chose. Le collectionneur s'est battu. Il a défendu sa collection avec une telle férocité que Thanos a probablement dû utiliser plusieurs pierres pour s'en sortir. Le collectionneur a tenu tête au titan le plus puissant de l'univers, seul. Et Nowhere a brûlé parce qu'il n'a pas cédé facilement. On confie pas une pierre d'infinité à un lâche. On la confie à celui qui préfère avoir son empire brûlé plutôt que de céder. Et dans What If, il y a un épisode entier dédié au collectionneur où on le voit se battre à pleine puissance. Il utilise toutes les armes et artefacts accumulés dans sa collection au fil des années. Et là on comprend
l'ampleur réelle de ce personnage. Alors pourquoi j'en parle dans l'indice Doomsday? Parce que dans un MCU où Dr Doom cherche à dominer et à contrôler, il aura forcément besoin d'alliés ou d'artefacts puissants. Et le collectionneur, c'est exactement le type de personnage qui peut devenir un obstacle de taille. Quelqu'un qui a passé des millénaires à accumuler du pouvoir discrètement sans jamais vraiment montrer ses cartes. Quelqu'un qu'on sous-estime systématiquement. Et les personnages qu'on sous-estime dans le MCU, c'est toujours ceux qui reviennent au pire moment. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé sur mes réseaux, donc si tu me suis pas encore, description, y a tout. Allez, on y va là, tu auras des trucs. Ce film aurait dû être un désastre. Un raton laveur avec un gun, un arbre qui dit 3 mots, un groupe de losers de l'espace. Marvel avait tout misé sur des personnages que même les lecteurs de comics connaissaient à peine, et James Gunn en a fait l'un des films les plus aimés de tout le MCU. Sorti en août 2014 avec un budget de 170 millions de dollars, il a rapporté 773 millions au box-office mondial. Troisième film le plus rentable aux États-Unis cette année-là. Juste derrière le Hobbit, la bataille des 5 armées, et Transformers, l'âge de l'extinction. Ce qui fonctionne en premier, c'est l'écriture du groupe. Ces 5 personnages n'ont rien en commun, sauf leur solitude. Et Gunn le joue à fond. Chaque dynamique est différente. La méfiance entre Quill et Gamora, le duo Rocket-Groot, la brutalité sincère de Drax. C'est un film d'équipe qui prend le temps de construire chaque relation avant de les mettre en danger. Now I'm standing. You all happy? We're all standing up now. Bunch of jackasses standing in a circle. Le Awesome Mix Volume 1 mérite une mention à part. La bande-son d'un film de super-héros n'avait jamais joué ce rôle-là. Ici, elle n'est pas là pour accompagner, elle structure le film émotionnellement. C'est la connexion permanente entre Peter et sa mère. Et ça fonctionne parce que Gunn a eu le courage d'écrire un film sur le deuil déguisé en aventure spatiale. Maintenant, parlons de quelque chose qu'on sous-estime souvent quand on reparle de ce film. Les CGI et les décors. Avant les Gardiens, l'espace dans le MCU c'était Thor 1 et Thor 2. Alors Asgard c'était très beau, mais le côté espace, etc. c'était pas du tout exploité. On avait un très beau royaume asgardien et c'est tout. Les Gardiens de la Galaxie, c'est la vraie introduction à l'espace dans le MCU. Morag avec ses ruines englouties, le Kyln, cette prison spatiale suspendue dans le vide, Nowhere, construite dans la tête décapitée d'un céleste, Xandar, une ville propre, lumineuse, organique, une civilisation avancée qui a eu le temps de se construire, des décors qui n'existaient nulle part ailleurs au cinéma. Chaque lieu a une identité visuelle distincte. Mais surtout, parlons de Rocket et Groot. Rocket est un raton laveur en CGI intégral qui partage des scènes avec des acteurs humains pendant 2 heures. Et à aucun moment on n'y croit pas. Son pelage, ses expressions faciales, ses cicatrices dans le dos... C'est une prouesse technique réelle pour 2014. Marvel avait fait Hulk, mais il apparaissait par séquence. Rocket est là du début à la fin. Et c'est pareil pour Groot, un arbre qui ne dit que 3 mots et qui arrive quand même à faire pleurer. Les points de friction sont mineurs. Ronan est le méchant le plus oubliable de la phase 2, ce qui est un vrai problème pour un film qui lui accorde autant de temps. Il manque d'une vraie menace personnelle. Il est là pour servir de bras armé à l'histoire des pierres, rien de plus. Mais dans l'ensemble, ce film tient de A à Z. Et en parlant de A, c'est pile là où je vais le placer sur ma tier list. Mais il est vraiment à la limite du S. Le MCU ne serait pas le même sans lui. Et toi, tu mets où les Gardiens de la Galaxie dans ta tier list? Et surtout, dis-moi ce que t'as pensé de ma vidéo. N'hésite pas à la liker et à la partager, ça m'aide vraiment. La semaine prochaine, on continue dans la phase 2. Nos héros s'unissent à nouveau pour faire face à une nouvelle menace. Le film le plus sous-estimé du MCU selon certains, le plus décevant selon d'autres, et moi j'ai mon avis là-dessus. Avengers, l'ère du tronc, vendredi 19 juin à 18h. Abonne-toi, active la cloche, et à plus.